Vous êtes-vous déjà questionné sur la manière dont on classe les êtres vivants? Quels sont les mécanismes profonds qui permettent à un embryon de se développer? Peut-on retrouver des traces que la vie aurait laissées dans le passé? Chers spectateurs, cultivons ensemble votre curiosité et explorons les bases de la taxonomie et les mécanismes du développement en biologie pour mieux comprendre les mécanismes du vivant. Cette vidéo sera une transition pour approfondir les concepts que nous avons abordés dans la vidéo précédente. Je sais qu'il y a d'éventuels créationnistes dans mon audience naissante et je me suis gardé de parler de l'évolution jusqu'à maintenant. Celle-ci permet d'expliquer beaucoup de choses dans les rapports des différentes formes de vie les unes aux autres, et pourtant elle n'est pas obligatoire pour classer tous les êtres vivants. Tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo précédente et ce que je vais évoquer ici utilise le moins possible les concepts évolutionnistes. Nous y reviendrons donc uniquement en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mon but n'est pas de convaincre tout le monde, mais de montrer le plus loin possible, quelle que soit la religion ou les croyances, comment on classe les êtres vivants et quelles en sont les utilisations pratiques au-delà du cadre théorique. Je ne crois pas qu'une connaissance plus profonde des choses puisse éloigner quelqu'un de la spiritualité, mais au contraire, il contribue plutôt à s'approcher d'une encore plus grande humilité de notre personne par rapport au monde qui nous entoure. Ce que je vais aborder relève à la fois de la biologie et de l'épistémologie, une réflexion sur la manière dont on construit les connaissances scientifiques. Pour cela, nous allons explorer ensemble des éléments de taxonomie, une méthode de classification qui consiste à identifier et à décrire les groupes d'êtres vivants sur les arbres phylogénétiques. Mais un arbre phylogénétique, c'est quoi? Un arbre phylogénétique, c'est avant tout un outil. Il sert à représenter les différentes relations de parenté entre différents groupes d'organismes qui sont appelés clades. Les clades sont comme des boîtes dont on ne spécifie pas le détail et qui contiennent elles-mêmes d'autres clades jusqu'à arriver à la terminaison des branches de l'arbre, les espèces. Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peut effectivement potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Chaque nœud de l'arbre regroupe donc des clades qui ont des caractéristiques communes partagées, qu'on appelle synapomorphie. Ces arbres sont conçus sur le principe de la parcimonie, aussi appelé le rasoir d'Occam. L'explication la plus simple, qui repose sur le moins d'hypothèses, est généralement la meilleure. On va considérer un chien blanc, un chien noir et un ours noir. Les deux chiens vont être classés dans le même clade, même si l'un des deux chiens est noir comme l'ours. L'ensemble des caractéristiques anatomiques, génétiques et embryonnaires du chien noir rend beaucoup plus simple de justifier sa classification pour le rapprocher de l'autre chien, plutôt que de le rapprocher de l'ours juste à cause de son seul caractère commun de la couleur de pelage. En revanche, prenez un oursin, un homme et un insecte, la classification devient tout de suite moins évidente. Ce sera alors dans chaque petit détail que le principe de parcimonie devra être utilisé pour trancher plutôt en faveur de l'un ou de l'autre. Des indices s'accumulent avec le temps grâce aux découvertes scientifiques successives, et l'arbre phylogénétique est alors redessiné pour correspondre à l'état des connaissances actuelles. Pour établir ces relations, on s'appuie, comme on l'a vu, sur des caractères communs. Quand on dit que l'homme fait partie de certains clades, c'est toujours vrai que ces clades partagent avec lui des caractéristiques communes, ayant la même origine. Par exemple, l'homme est un mammifère et tous les mammifères partagent avec lui la lactation, la présence de poils et une organisation embryologique particulière. L'homme est aussi un vertébré et tous les vertébrés partagent une colonne vertébrale, ou que ce soit osseux ou cartilagineux. En revanche, quand on regarde des clades distantes de l'homme, on peut parfois voir des ressemblances, mais attention, certaines de ces ressemblances sont bien des homologies, mais d'autres sont aussi, plus souvent d'ailleurs, des analogies. Autrement dit, ces ressemblances reposent sur une forme similaire, mais qui n'a pas la même origine. Par exemple, les poils chez les mammifères sont composés de kératine d'origine ectodermique, et ils prennent racine à partir du follicule pileux. Les sensils chez les arthropodes ils sont composés de chitine et aussi d'origine ectodermique, mais comportent en leur centre des neurones. Et les trichromes chez les plantes terrestres sont composés de cellules, ils sont d'origine protodermique, qui est un tissu qui est absent chez les animaux. Un autre exemple, ce sont les dents chez les myxines et les lamproies, et celles chez les gnatostomata, c'est-à-dire tous les autres vertébrés à part ces deux clades. Ces deux clades ont des dents faites de kératine, comme nos poils ou nos ongles, d'origine ectodermique, tandis que les vertébrés ont des dents faites de dentine, qui est d'origine mésodermique. Donc pour résumer, tous les groupes qui incluent l'homme, comme les mammifères, les primates, les eucaryotes, contiennent forcément des propriétés que l'homme possède aussi. Les autres groupes qui n'incluent pas l'homme peuvent présenter des ressemblances avec lui, mais ce sont seulement des analogies, parfois superficielles, fonctionnelles, mais d'une origine différente, embryologique ou cellulaire. C'est un outil que je continuerai d'ailleurs à utiliser dans mes vidéos parce que toutes les imbrications en poupées russes dans lesquelles se trouvent les humains, les Homo sapiens, contiennent finalement des propriétés humaines qui sont partagées par d'autres clades. Alors je voudrais toucher un mot par rapport au lien entre classification du vivant et complexité. Souvent l'homme il apparaît sur les branches les plus hautes des arbres phylogénétiques.
Cependant, dire qu'un humain est plus complexe qu'un organisme qui serait placé en bas de l'arbre, comme disons une éponge, ce serait une affirmation un peu trompeuse. Une éponge possède certaines capacités extraordinaires de régénération, une longévité qui est remarquable, parfois plusieurs milliers d'années pour certaines, la capacité de filtrer jusqu'à 20 000 fois son propre volume d'eau par jour, et un mode de vie finalement très adapté à son environnement. La complexité est donc toujours relative, elle dépend de ce qu'on choisit d'observer. Les spicules de l'éponge de glace par exemple, Blectella aspergillum, présentent des propriétés de guidage optique qui sont proches des fibres optiques qui sont utilisées pour l'internet, et ils possèdent une rigidité, une ténacité et une résilience qui est supérieure aux verres siliceux standards. Cela explique pourquoi les ingénieurs s'intéressent aux spicules des éponges pour concevoir des matériaux nouveaux, plus résistants et légers. On parle de biomimétisme, une émulation des modèles, des systèmes et des éléments de la nature dans le but de résoudre des problèmes humains complexes. Je vous laisse apprécier les détails et la diversité des spicules de différentes éponges. Des molécules extraites des éponges sont également utilisées en pharmacologie pour créer de nouveaux médicaments. Le cas de l'éponge était un exemple, mais dans chaque espèce se cache en fait une complexité, parfois insoupçonnée, que ce soit au niveau macroscopique ou microscopique, en allant vers l'invisible. Alors on a parlé tout à l'heure d'homologie au sens morphologique, mais ces homologies s'appliquent aussi au niveau moléculaire. On peut retrouver des homologies au niveau des gènes surtout. En effet, l'ensemble des caractères apparents d'un individu, c'est-à-dire son phénotype, est directement lié à sa génétique. Cette homologie des gènes aide à expliquer pourquoi certains caractères morphologiques homologues existent. Une très grande partie des origines de la morphogénèse, comme l'embryologie que nous avons vu dans la vidéo précédente, trouve en fait sa racine dans les gènes que possède ou non l'espèce étudiée. En particulier, une grande famille de gènes joue ce rôle clé. Les gènes homéotiques, appelés plus souvent et plus simplement les gènes architectes. Ces gènes sont des régulateurs de la mise en place du plan du corps. Ils indiquent où et quand construire tel organe ou telle structure pendant le développement embryonnaire, en activant eux-mêmes d'autres gènes homéotiques en cascade. Par exemple, un gène homéotique responsable du développement du bras activera aussi des gènes responsables de la formation des doigts, pour mettre en place finalement l'ensemble de la main. Si le gène est absent, à cause par exemple d'une mutation, alors l'individu se développera sans bras. Un exemple de cette situation est l'hexadactylie, la présence d'un 6e doigt, plus ou moins fonctionnel selon la mutation, avec parfois des familles entières qui sont concernées. Un autre exemple, c'est la polymélie, une malformation congénitale qui est définie par la présence d'un ou plusieurs membres surnuméraires. Parfois, cela peut être causé par le développement partiel de jumeaux siamois, où l'un des jumeaux dégénère en laissant un ou plusieurs membres seulement qui finissent par être attachés à la fin à l'autre jumeau. Mais parfois, il s'agit réellement et authentiquement d'une mutation génétique, et elle peut donc se transmettre des parents vers l'enfant. Alors de manière beaucoup plus fréquente, il a été découvert récemment que les grenouilles peuvent aussi développer une polymélie, suite pour le coup à l'infection par un parasite, Ribero-Ondatra, difficile à prononcer, une sorte de platelminthe ou ver plat. Cette situation est définie comme une phénocopie, un phénotype induit par l'environnement sur un individu qui est identique à un autre phénotype déterminé génotypiquement d'un autre individu. Une situation finalement assez proche est l'homéosie, la différenciation d'une partie du corps qui en devient une autre. Alors je vous montre un exemple classique que l'on peut évoquer. La mutation d'un gène homéotique chez la mouche peut transformer des antennes en pattes. Il s'agit du gène Antennapedia. On parle alors de pattes ectopiques, c'est-à-dire que l'organe des pattes est positionné de manière anormale. Alors cela peut concerner en fait tous les organes. Ça peut concerner les organes externes comme les membres, mais aussi les organes internes. Un exemple, c'est la duplication rénale, avec des patients qui se retrouvent avec des reins en double. Et même d'ailleurs, beaucoup plus fréquemment, des individus humains, du coup, vivent toute leur vie sans savoir qu'ils possèdent des rates surnuméraires. Ça concerne 10% de la population générale. Alors à côté des instructions génétiques, il existe aussi d'autres couches d'informations qui guident la morphogénèse et de fait l'embryogénèse. L'une des plus fascinantes, c'est la bioélectricité du développement, des gradients de potentiel membranaire et des signaux ioniques qui agissent en fait comme un langage bioélectrique au sein des tissus, et ça révèle finalement une sorte d'intelligence cellulaire collective. Ce concept a été fortement développé récemment par le biologiste du développement nommé Michael Levin. On peut ainsi comparer la cellule à un ordinateur, le matériel génétique représenterait les circuits électroniques, et le réseau intercellulaire de bioélectricité représenterait une sorte de programme. Toutes les cellules de notre corps possèdent une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de leur membrane, un peu comme une pile miniature. Cette différence de potentiel
vient de la répartition inégale des ions. Et les ions, c'est des particules qui sont chargées électriquement. Par exemple, le sodium, Na+, le potassium, K+, le calcium, Ca2+, et le chlore, Cl-. Ces ions ne traversent pas librement la membrane cellulaire, ils passent en fait par des canaux ioniques. Ce sont des minuscules portes sélectives qui sont contrôlées par la cellule. Les canaux ioniques sont des protéines intégrées dans la membrane cellulaire. Soit ils peuvent être toujours ouverts, on parle de canaux de fuite, soit ils sont ouverts par un signal électrique, c'est-à-dire un voltage dépendant, soit ils sont ouverts par un signal chimique, on parle de ligands dépendants, comme les neurotransmetteurs, ou encore ils sont sensibles à une contrainte mécanique. Quand un canal s'ouvre, les ions passent selon leur gradient, c'est-à-dire en quelque sorte là où il y a moins de charges similaires, que ce soit plus ou moins, ce qui crée un courant ionique. C'est ce mouvement d'ions qui permet la transmission des signaux électriques, comme dans les neurones ou les cellules cardiaques, un peu comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ces canaux ioniques créent un courant dans une seule cellule, mais une autre structure permet au courant de circuler d'une cellule à l'autre. Ce sont les jonctions communicantes intercellulaires, ou gap junction en anglais. Michael Levin et son équipe ont réalisé une expérience chez un autre type de verre plat qu'on appelle planaire. Le planaire a la propriété de pouvoir se régénérer complètement lorsqu'il est coupé. Par exemple, si on lui découpe la queue, il va faire repousser sa queue. Si on lui découpe sa tête, il va refaire pousser une nouvelle tête. Et il donne alors naissance à un nombre de clones qui dépend du nombre de fragments dans lequel on l'avait découpé. Par exemple, si on découpe son corps en 10 parties, il va y avoir 10 nouveaux vers qui vont bouger et faire leur vie. L'équipe de Michael Levin a d'abord voulu supprimer les communications électriques entre toutes les cellules de ce ver. Donc ils ont d'abord mis les vers en contact avec des inhibiteurs des jonctions communicantes que nous venons de voir. Et puis ensuite, ils ont découpé les vers. De manière étonnante, ils sont alors aperçus que les vers ne se régénéraient plus correctement. En empêchant les cellules en fait de communiquer par ces jonctions communicantes, le programme d'organisation du corps de ces vers, qui était partagé entre toutes ces cellules par un signal bioélectrique, il pouvait alors plus se faire, et les individus avec 2 têtes et sans queue apparaissaient. Après avoir enlevé les inhibiteurs du ver, en ayant attendu un petit moment, ils sont aperçus que même sans inhibiteurs, les vers anormaux reconstituaient 2 têtes lorsqu'ils étaient eux-mêmes coupés. Un nouveau programme bioélectrique s'était alors probablement instauré dans l'ensemble des cellules de ces vers bicéphales. On peut donc imaginer un futur où la maîtrise de ces réseaux intercellulaires bioélectriques nous permettrait, pour d'autres organismes que des vers, peut-être des organismes plus complexes, comme des chiens, des chats, des hommes, de programmer des organismes pour se développer d'une manière particulière et ciblée. Imaginez la dextérité d'un homme qui aurait la présence de 1000 bras, comme la déesse Shiva.